Ils sont en place, mes invités, bien entendu, pour le forum de discussion. Je le disais, nous parlons de la JIFI. Nous sommes en plein dans la semaine de la JIFI. Nous sommes en plus jeudi, jour de la fille, jour de la femme. Et nous sommes jeudi éducation, JIFI 2023 ou JIFI tout court, guide de l'autonomisation des filles. Plusieurs actions sont en effet menées depuis quand même quelques temps. Qu'est-ce que cela a eu comme impact concrètement? Nous le saurons sur ce plateau. Nous avons des invités de qualité. Pour cela, je reçois pour vous Monsieur Georges Ayeni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le spécialiste en suivi évaluation projet Swed Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors en face, nous avons une sociologue. Il s'agit de Flora Adido. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, madame. Vous êtes en plus une femme. Je suis sûre que votre lecture sera plus ou moins objective sur le sujet. Nous avons Justino Vieira, qu'on retrouve ici pratiquement tous les jeudis, coach en entrepreneuriat et en développement personnel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je commence déjà par vous, Monsieur Georges Ayeni. L'institution d'une journée pour la fille, pour célébrer la fille, pour honorer la fille, lui donner la parole. Comment définissez-vous cela? Comment percevez-vous cela? Merci, madame. Je vous remercie une fois encore pour cette occasion que vous nous donnez. C'est un plaisir. Voilà. Il me plaît ici de rappeler que déjà le 19 décembre 2011, ça fait déjà 12 ans, que donc l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 11 octobre comme étant journée internationale de la jeune fille. Et ceci, c'est juste pour faire remarquer à la population, aux communautés, les droits des filles et les défis auxquels elles sont confrontées. Tout à fait. Et vous savez que chaque journée internationale permet, ça favorise, c'est une opportunité pour informer le grand public sur les thématiques qui sont liées à des enjeux majeurs. Ici, l'enjeu, c'est la restriction des droits des femmes, des filles, et leur vraiment restriction à jouir de leur plein potentiel. Qu'il s'agisse des problèmes liés à la santé de ces jeunes filles, leur éducation et leur sécurité. Et nous sommes confrontés donc à des difficultés et il est très important d'accorder vraiment un temps pour réfléchir sur cet aspect-là. D'où l'institution d'une telle journée. D'accord. Madame Adido, quelle est selon vous la pertinence d'une journée dédiée à la fille? Il y a quand même des actions qui sont déjà faites. Nous avons la journée de la femme. Au quotidien, nous avons des sensibilisations. Dédier une journée pour défendre les droits des filles. Quelle est selon vous la pertinence? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve que c'est pertinent en ce sens où, comme monsieur l'a dit, les raisons qui ont motivé l'institution de cette journée, nous les connaissons. Monsieur a déjà parlé de ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais au-delà de ça, quand nous prenons le cas spécifique du Bénin, nous avons les mariages forcés, les grossesses au niveau scolaire et tout ça, les viols sur mineurs. Il y a toutes ces choses-là qui justifient, selon moi, l'institution d'une telle journée. Mais autant je trouve que c'est pertinent, autant j'ai une petite réserve. Parce que il ne faudrait pas que ce soit une journée, que ça ne ressemble pas d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, à une journée un peu comme pour la femme, où aujourd'hui, on ne parle plus forcément des droits de la femme. Mais quand tu rencontres quelqu'un, bonne fête madame, au niveau de la journée des femmes, il ne faudrait pas qu'on devienne d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, que ça ressemble plutôt à bonne fête aux filles. Bonne fête aux filles. Alors que ce n'est pas en fait tout cas, pour le l'idée. moment, ce n'est pas encore le cas. On espère que ça n'arrivera pas. Merci, Madame Adido. Et vous, Monsieur Justin Vieira, coach en développement personnel, lorsqu'on dédie une journée aux droits des filles, lorsqu'on dédie une journée à la fille, tout court, pour lui permettre d'en apprendre plus sur ses droits, d'être sensibilisée, d'avoir droit à la parole, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact positif sur son développement personnel? Bien sûr. Je vous remercie, Madame Sartivi. Je vous réitère toutes ces joies qui est bien entendu la mienne de me retrouver sur ce plateau. Joie partagée. Bonjour aux téléspectateurs également. Vous savez, fille d'aujourd'hui, femme de demain, éducatrice de demain. C'est ça. Et allons, poussons notre curiosité, poussons la vision. On pense à l'humanité. Et si aujourd'hui, il y a une journée dédiée aux filles, ça montre déjà leur importance. Ça montre déjà toute la place que la société leur accorde. Il faut s'y pencher
pour réveiller également leur instinct, pour dire, vous êtes importante dans la société. Ne vous sous-estimez pas. Ne dites pas, je suis fille, je ne suis pas encore âgée, je suis... non, attention. Questionnez-vous, interrogez-vous. Et c'est également, à des moments pareils, le débat se fait pour dénoncer. Quels sont les problèmes auxquels les filles sont confrontées? Et lorsqu'on dénonce, c'est également pour sensibiliser. Pas dénoncer dans le sens de culpabiliser, mais dénoncer pour sensibiliser, pour dire attention, arrêtez, ça ne se passe pas comme ça. Et lorsque vous faites tout ça, il y a un sentiment de fierté, un sentiment d'estime qui se nourrit, qui se développe chez la fille en amont. Ça veut simplement dire quoi? On lui donne une place dans la société. Et tout l'écosystème, tout l'environnement, père, mère, toute la société se mobilise autour d'elle. Vous allez prendre, quand vous faites un rond médiatique toute la journée, on ne parlera rien que de ça, depuis hier d'ailleurs. Ça veut dire que ça devient objet de discussion, ça devient objet de réflexion. Et c'est ça qui fait la priorité. À partir de ce moment, la fille n'est plus la mineure marginalisée, mais mineure d'accord, mais qui se construit, à qui on donne des inputs pour conscientiser et conscientiser crescendo son environnement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Vieira. Je reviens à vous, Monsieur Georges. Qu'est-ce que cela vient régler, je dirais, de façon concrète? Vous êtes sur le terrain, vous êtes suivi évaluation du projet SWED. On va revenir peut-être au cas du Bénin plus précisément, mais dans la globalité, qu'est-ce que cela résout comme problème depuis que cette journée a été instituée? Merci madame, une fois encore. Je crois que c'est une journée quand même qui vient attirer l'attention de tous, toute la communauté, sur vraiment les défis auxquels les filles sont confrontées. J'en ai parlé tout à l'heure. Parce que vous savez que quand une fille se sent en sécurité et qu'elle reçoit une éducation qui est la sienne et que aussi elle est en bonne santé, non seulement en bonne santé pendant la période de sa formation, mais aussi quand elle devient femme, elle peut changer le monde, comme on a l'habitude de le dire. Donc, il faudrait nécessairement dire ici, reconnaître ici que ces journées permettent vraiment de sensibiliser davantage sur les droits des filles que nous connaissons et de faire en sorte que les filles aussi puissent reconnaître leur potentiel. Et là, déjà, aujourd'hui, nous remarquons déjà que le projet SWED, peut-être on va en parler tout à l'heure, apporte beaucoup et c'est un projet qui est sous la tutelle du ministère en charge des Affaires sociales, qui apporte beaucoup dans le développement de ces filles-là, le développement de leur potentiel, et faire en sorte que ces filles puissent quand même être autonomisées demain. Ça, c'est important. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Madame Adido, ils l'ont déjà un peu évoqué. Une fille en sécurité, l'impact est tout de suite positif sur son vécu quotidien. En tant que sociologue, est-ce que vous pensez que toute cette attention-là, toute cette sensibilisation peut permettre vraiment de porter la fille, future femme, à un certain niveau? Merci, madame. Bien sûr, je pense que toute cette attention peut être bénéfique pour la fille. Déjà, regardons dans notre cercle familial. Tout à fait. Quand une fille est épanouie, quand une fille est en bonne santé, quand une fille, en fait, n'a pas de problème majeur, c'est une bénédiction pour la famille. Donc, si déjà au cercle restreint, au niveau familial, elle constitue une bénédiction et qu'elle est épanouie, au niveau de la société aussi, ça a des incidences en fait sur la société. Déjà, les parents ont la paix du cœur, il n'y a pas de problème à leur niveau. Et au niveau de la société aussi, ça a un revers, ça a un impact au niveau de la société. Donc, je pense qu'une fille épanouie déjà dans le cercle familial, c'est déjà, enfin, c'est une bonne chose déjà pour le cercle familial d'abord et ensuite, après, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est la fille d'aujourd'hui qui fait la femme de demain. D'accord. Je vais vous poser également la même question. Est-ce que cet impact-là se fait ressentir dans son milieu, non seulement familial, dans sa vie professionnelle, dans ses activités? En quoi cela peut impacter, soit positivement ou négativement? Merci encore une fois. Vous savez, qu'est-ce que nous recherchons à terme? Nous visons, lorsqu'on met la balance économique, on veut que la femme apporte du sien. On veut que la valeur de la femme soit significative dans la balance. Que ça ne soit plus les questions d'économie, les questions de politique, ne soit plus l'apanage des hommes, mais que ça soit l'apanage, parce que c'est la femme qui éduque. La femme mère.
Mais ne mettons pas la femme juste simplement dans cette casquette de mère, c'est toi qui tiens le foyer, c'est toi qui éduque les enfants, c'est toi qui fais la cuisine. Non, nous avons quitté ça, cette époque est révolue. Aujourd'hui, nous recherchons que lorsque nous discutons, tel que nous sommes là, que la femme apporte, elle puisse argumenter. Et cela vise à terme l'autonomisation de la femme. L'autonomisation étant la capacité de l'individu à décider sans se référer à quelqu'un, à une hiérarchie ou à une personne extérieure. Que la femme puisse avoir cette conviction, puisse avoir cette étoffe pour décider, pour dire, j'assume. C'est de ça qu'on a besoin. Mais pour en arriver là, moi je définis 3 carrefours, 3 étapes. Le premier, c'est d'abord la protection de la femme. Et lorsque nous suivons de près les instruments juridiques déployés, lorsque nous voyons tout l'arsenal, l'environnement qui est mis en place, notamment l'INF, les droits, les lois, tout ce qui va avec, on peut se dire que cette protection est garantie, cette protection est assurée. Mais lorsque la femme, la fille, la jeune fille se sent assurée, elle peut se dire, je ne suis plus sous menace. L'environnement n'est plus une menace pour moi. Les problèmes que nous évoquons ne seront plus des pesanteurs qui peuvent me freiner dans mon élan. Et ça va au deuxième niveau, la formation. La formation qui permet à la fille de dire « je suis utile » et de peaufiner son talent, de peaufiner son rêve, de peaufiner sa passion et de dire enfin « voilà ma compétence, voilà à quoi je suis utile ». Et nous allons au troisième niveau, sa valorisation, son input, la valeur ajoutée qu'elle apporte dans la société. Et ça nous amène à quoi? Nous parlerons de la femme entrepreneur, l'entrepreneuriat féminin, parce qu'elle a désormais, grâce à la protection qui lui est donnée, avec tout le mosaïque arsenal juridique mis en place. Deuxième chose, cet entrepreneuriat lui favorise une certaine créativité, parce qu'il y a tout l'accompagnement qu'il faut. Et même dans ce processus de formation, il faut également lui dire, reste à l'école. Ne sois pas, j'ai faim, j'ai des problèmes, mes besoins primaires. Non. Et vous comprenez alors la pertinence des allocations scolaires aux femmes, au profit des femmes ou au profit des filles. Ça veut dire quoi? La femme qui est sécurisée, la femme qui est formée, la femme qui se sent valable, qui a le leadership féminin, l'entrepreneuriat féminin, toutes choses considérées, pourra apporter du sien dans la balance économique, que ce soit au plan micro et au plan macro, et on pourra dire enfin, la femme est vraiment vecteur de développement et non vecteur dans le sens de c'est toi qui fais les enfants. D'accord, merci beaucoup. Alors je reviens à vous, Monsieur Georges. On remarque qu'au Bénin, quand même, la question suscite de l'intérêt. Il y a assez d'actions qui sont menées dans ce sens. Chaque année, nous assistons à des sensibilisations, des descentes sur le terrain. D'ailleurs, vous êtes fortement impliqué au niveau du projet SWED. Déjà, comment qualifiez-vous tout cet engouement, tout cet intérêt pour la question au Bénin? Merci beaucoup. Au fait, le Bénin, à l'instar des autres pays ou bien de la communauté internationale, ne veut pas rester en marge de cette journée-là. C'est une journée quand même très importante. Et vous savez, le ministère en charge des Affaires sociales, qui est le ministère de tutelle du projet SWED, mène quand même des actions vraiment louables. Et dans ce sens-là. Et cette année, il est prévu vraiment 4 principales actions. Il y a des émissions que vous avez déjà commencé comme ça. Et il y a une marche dénommée la marche de l'Amazone qui va se dérouler à Porto Novo et qui va permettre de mobiliser un certain nombre de filles et d'échanger, de sensibiliser sur les thématiques liées à leurs droits et autres. Il y a aussi une émission grand public qui est prévue. Ensuite, nous avons les manifestations officielles pour cette journée-là qui se tiendront et qui seront donc une occasion, une fois encore, d'inviter tous les acteurs qui peuvent quand même contribuer à améliorer le droit de ces filles-là. Je crois que le projet SWED est venu à point nommé parce que c'est un projet qui agit spécifiquement pour essayer de faire en sorte que les filles d'aujourd'hui deviennent demain des femmes autonomisées. Et là, nous avons quand même la cible qui est concernée, c'est les filles non seulement scolarisées, mais nous avons les filles non scolarisées ou déscolarisées que nous appuyons. Donc ces filles-là, quand même, elles ont aussi aujourd'hui l'occasion, pour celles qui sont démunies, qui n'ont pas la capacité d'aller à l'école, de s'instruire et qu'ils veulent poursuivre leurs études, de bénéficier quand même d'un certain nombre d'accompagnements pour les scolariser. Nous avons les kits scolaires, nous avons le programme de transfert monétaire conditionnel.
Et voilà, donc il y a autre sorte d'appui qui viennent en faveur de cette fille-là et qui permet nécessairement à ces filles-là de rester dans les écoles, de ne pas abandonner les classes. Bon, pour les déscolarisés, il y a aussi beaucoup de choses qui se font. Nous avons les filles déscolarisées ou non scolarisées qui ont aujourd'hui l'opportunité de fréquenter les espaces sûrs. Ce que nous appelons espaces sûrs, c'est des endroits vraiment dédiés à la jeune fille où la jeune fille peut fréquenter pour améliorer ses compétences de vie. Comment gérer sa féminité entre griffes et faire en sorte qu'elle puisse quand même régler ou bien se dire quand est-ce qu'elle peut tomber enceinte, comment aborder les garçons et tout ça. Donc c'est des espaces qui permettent d'améliorer les compétences de vie de ces filles-là. Et aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup d'effets dus à la fréquentation par ces filles-là de ces espaces. D'accord. Madame Adido, la question de l'autonomisation qui nous réunit et qui, je suis sûre, vous intéresse également, je dirais, quel rôle, quelle est la part que vous allez lui attribuer lorsqu'il s'agit d'une fille, par exemple? Lorsqu'il s'agit d'une fille, je pense que la première chose, les autres l'ont dit, c'est d'abord l'éducation. Tout à fait. Parce que quand on n'est pas éduqué, on ne peut pas, en fin de compte, être autonome et tout ça. Donc, il y a l'éducation. Mais je suis plus pour une approche de repenser notre éducation dans ce sens où il ne s'agira pas simplement d'envoyer les filles à l'école ou autre, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est mis en place? Quels sont les systèmes? Quelle est la structure qui est mise en place pour pouvoir accompagner ces filles-là au-delà de la simple scolarisation? Donc, il y a ce système-là que nous avons intérêt, en fait, à revoir, à repenser, de sorte à adapter cette éducation-là à nos valeurs, à notre contexte, en fait, africain et spécifiquement béninois. Donc, je pense que c'est surtout l'éducation et repenser, en fait, notre éducation. D'accord. Justement, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. En face, ils ont parlé d'appui aux filles, de sensibilisation. Et vous avez parlé justement des grossesses en milieu scolaire, des violences auxquelles les filles sont exposées. Est-ce que toute cette sécurité, on vous croit, Monsieur Georges, si les chiffres également sont là, est-ce que vous pensez que ça va contribuer à offrir un cadre pour permettre à la fille de s'autonomiser davantage? Mais bien sûr, quand tu sais que quand tu as un problème, ou je dis n'importe quoi, quand tu es malade, tu peux aller à l'hôpital, tu te sens en sécurité. Donc quand par exemple, au niveau des sensibilisations, les filles se rendent compte qu'elles peuvent demander de l'aide, qu'elles peuvent aller dans un endroit en griffe safe pour elles par exemple, je pense que ça va renforcer leur sécurité, leur sentiment aussi de sécurité, et cela ne peut que contribuer à leur épanouissement. Mais il faut qu'on enlève la peur, parce que tant qu'elles ont peur, en fait, elles ne peuvent pas aller vers ces centres-là. Donc, il faut les sensibiliser par rapport à la peur et tout ça, leur faire comprendre qu'au niveau de ces centres-là, au niveau de ces endroits-là, elles sont en sécurité. D'accord. Vous évoquez justement une question qui m'intéresse beaucoup, la peur. On se rend compte peut-être lorsqu'on va dans certaines régions qu'il y a toujours le poids de la société qui tend quand même à disparaître, mais qui est toujours là. Quel est le rôle des parents ou je dirais des autorités? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour définitivement lever ces barrières, je dirais, traditionnelles-là? Je pense que déjà, au niveau des autorités, c'est de sensibiliser suffisamment les parents pour leur faire comprendre que quand la fille est en sécurité, c'est pour d'abord l'épanouissement de la famille. Parce qu'au-delà de l'épanouissement de la fille elle-même, la famille est en paix. Donc, quand un enfant, et précisément une fille, est en sécurité, c'est pour l'épanouissement de la famille d'abord. Donc, il y a le rôle de sensibilisation que les autorités doivent mettre en place et tout. Et au niveau des parents... Et qu'ils ont démarré d'ailleurs. Oui, qu'ils ont démarré d'ailleurs, bien sûr. Mais au niveau des parents, il y a le changement du mindset. Il faudrait qu'on arrive que les parents, parce que tous autant que nous sommes ici, nous sommes des parents et nous côtoyons des parents aussi. Donc, que ce soit ici à Cotonou ou quand nous nous retrouvons à l'intérieur du pays et tout, que nous arrivons vraiment
à sensibiliser les parents à un changement de mindset, à savoir que votre petite fille, qu'elle a besoin d'attention, elle a besoin de soins, elle a besoin de se sentir en confiance avec vous. Parce que quand tu n'es pas en confiance avec un parent, tu ne peux pas en fait aller vers ce parent-là pour dire j'ai tel problème, il y a ceci, le maître m'a touché à l'école aujourd'hui. Enfin, ce genre de choses, tu ne peux pas aller vers le parent pour le lui dire. Donc, nous courons tellement aujourd'hui que nous oublions en fait le contact, nous oublions l'éducation, c'est-à-dire le lien que nous devons tisser avec nos enfants. Il y a ça, non seulement pour nous, mais quand nous ne sommes pas dans notre cercle familial, mais quand nous sommes avec d'autres parents, même au fin fond du Bénin, qu'on en arrive en fait à faire comprendre aux parents que si ta fille est épanouie, c'est pour ton bien-être à toi-même. Toi-même, tu es en paix et on a droit à une société meilleure. D'accord. Merci infiniment. Je reviens toujours sur la même question avec vous, Monsieur Vieira. L'autonomisation qui est tellement importante, vous l'avez d'ailleurs dit. Est-ce que vous pensez que l'impact se fait déjà sentir? Si, l'impact se fait déjà sentir. Il suffit juste d'être très observateur de notre environnement. Mais il y a un frein majeur. Et je crains que cette citation de Nelson Mandela n'ait raison de nous dans cette lutte ou bien dans cette réforme qui se fait pour une meilleure intégration sociale de la femme. Ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous. Tout à fait. Tout ça est mis en place. Le gouvernement fait des efforts. Les organisations internationales, le projet Suède, M. Ayeni en parle. Mais la femme elle-même, celle qui est concernée, comment est-ce qu'elle se voit? Le cliché qu'elle se projette sur elle-même. Tout à fait. Où en est-on? Il faudrait que l'État des lieux en tienne compte également. Lorsque la femme continue, la jeune fille, 12 ans, 15 ans, 16 ans, continue de considérer que Dieu fera, je vais trouver l'homme qui va me garder du matin au soir, ça biaise le processus. Tout à fait, je suis d'accord. Lorsque la jeune fille, à un moment donné, dit ma prière, c'est de vite tomber enceinte pour quitter les soubresauts ou bien arrêter les études pour enfin retrouver une paix sous le toit d'un homme, ça biaise. Ce n'est pas la vision. Donc, je rejoins Madame Adido, la sensibilisation. Et moi, en tant que coach, je parlerai de déblayage mental. Il faut opérer ce déblayage, cette transformation pour mettre la fille dans un contexte de tu es égal à l'homme. N'attends pas quelque chose d'extraordinaire de l'homme. Parce que vous êtes nés de la même manière. Vous avez subi, vous avez les mêmes chances d'évolution. Vous avez vécu, vous avez fréquenté les mêmes écoles. Donc il n'y a pas de raison pour que être humain, que tu es fille, tu dises ma prière c'est de trouver un homme qui puisse prendre soin de moi. Non, tu dois être quelqu'un. Et les parents en amont doivent accompagner ce langage, doivent éduquer la fille dans ce sens. C'est vrai, nous sommes conscients que nous sommes en Afrique, il y a les réalités sociologiques, il y a notre environnement, j'en suis conscient, je considère tout ça. Mais à un moment donné, ce qui ne nous arrange pas, il faut s'en départir. Ne soyons pas conservateurs pour être conservateurs, il faut s'en départir. Les autorités, même au niveau local, le préfet, le maire, le chef d'arrondissement, le chef quartier, le chef village, tous ceux-là sont des acteurs qui doivent participer à user de leur positionnement pour sensibiliser. Je veux bien croire que le projet Suède a pris tout ça en compte. Je ne me fais aucun doute là-dessus. Mais il faudrait que les acteurs eux-mêmes puissent prendre la mesure de la chose et puissent profiter pour dire... Moi je fais une petite métaphore. C'est un peu comme un salon, un espace bien décoré, bien meublé. Et on dit c'est pour vous les filles ou bien c'est pour vous les femmes. Venez occuper la place. Elle dit, j'ai peur de venir occuper la place. Mais tout est là, tout est en place. On met même un gardien à la porte pour dire, non, n'ayez pas peur, rien ne va vous arriver, rien de mal, à travers les lois. Mais pourtant, la fille dit, non, j'ai peur. Non, il faudrait qu'on travaille à faire débarrasser la fille de cette peur et opérer ce que j'appelle le déblayage mental. D'accord. Il est juste en face. Monsieur Ayeni va certainement nous répondre. Est-ce que dans les diverses actions menées au Bénin, parce que là, je généralise que ce soit au niveau du projet Suède, au niveau du ministère ou des autres institutions, il y a ce volet-là qui est pris en compte, travailler, je dirais, le mental de la fille, la sensibiliser sur l'importance que pas que du mariage, mais sur la prise de confiance en elle-même, sur le fait d'avoir une certaine ambition.
Bien sûr, merci madame. Effectivement, comme l'a dit tout à l'heure le coach, c'est comme s'il a lu dans mes pensées. Effectivement, le projet Suède mène beaucoup d'actions dans ce sens-là. Et il y a quelque chose qu'il n'a peut-être pas dit et que je vais peut-être confirmer, c'est l'implication des leaders religieux dans ce changement-là. Vous savez, dans nos communautés, il y a beaucoup toutes sortes de stigmatisations et il faut nécessairement lever ça. Donc les leaders religieux sont avec le projet Suède pour sensibiliser dans leur communauté vraiment sur les droits de ces filles-là et leur permettre d'être en confiance. Parce que vous savez, dans nos communautés en Afrique, et parfois c'est ce que le leader communautaire dit qui passe. Donc le projet Suède aussi se fait accompagner donc, par les leaders religieux dans tous les domaines. Et nous avons aussi une plateforme des juristes. Une plateforme des juristes qui accompagne le projet Suède. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de textes de loi qui favorisent l'épanouissement, le développement des femmes, mais il a fallu que nous fassions un recueil de ces textes de loi-là. Le recueil est déjà disponible et nous sommes en train de travailler dans le sens à pouvoir traduire la forme de traduction qu'il faut, peut-être ça serait en audio, pour pouvoir donc passer dans les communautés et permettre à ces femmes-là de connaître davantage leurs droits. Leurs droits. Et avant ce recueil-là qui est suffisamment avancé, selon vos propos, est-ce que vous observez quand même, vous, personnellement, certains changements, peut-être au niveau de la perception que des filles ont d'elles-mêmes, ou est-ce que cela se traduit dans certaines réalités qui tendent à être transformées? Voilà, je vais vous donner un exemple. Merci, je vais vous donner un exemple parce que c'est un exemple... que j'ai eu de grandes autorités de ce pays-là. Il y avait un cas où il y avait une fille qui était un peu dans une situation inconfortable. Elle voulait se faire violer par des jeunes garçons. Et tout de suite, parce que c'est une fille qui fréquente nos espaces sûrs, les espaces sûrs qui sont installés. Et tout de suite, elle a eu le réflexe de prendre une moto et d'aller directement au centre de promotion sociale. Arrivée au centre de promotion sociale, on lui a posé la question de savoir mais pourquoi elle n'est pas rentrée chez elle. Elle a dit nécessairement, elle a dit que ses parents seraient impliqués dans le coup et qu'on lui a dit au niveau de l'espace sûr que si tu es dans ces conditions-là, dans cette situation-là, de te référer directement au centre social. Donc c'est pour dire que vraiment la formation qui se déroule aujourd'hui au niveau des espaces sûrs, vraiment ça prend déjà des effets dans la communauté. Et ces filles qui fréquentent ces espaces sûrs sont des filles vraiment, les parents ont témoigné, qui changent réellement de comportement par rapport... ce n'est pas qu'elles rejettent les garçons, mais déjà elles peuvent vraiment donner leur opinion. Parce qu'il y a un certain enseignement, des sensibilisations. Des sensibilisations qui se font au niveau de ces espaces pour que ces filles-là puissent connaître leurs droits et vraiment savoir choisir quand il le faut. D'accord, mais comment, je loue déjà cela, mais comment venir, je dirais, à un monde où dès qu'une fille sent qu'elle est en danger, elle se réfère directement à l'un de ces espaces-là que vous avez mis en place? Est-ce que tout le monde a l'information? Ah oui, là, vraiment, il faut saluer toute la communauté, notamment les préfectures, les préfectures, les mairies, et qui travaillent vraiment au jour le jour, parce que le projet est faire en sorte qu'à tous les niveaux, il y a l'information qui circule. Au niveau de la préfecture, nous avons mis en place là-bas un cadre. Le projet a appuyé la mise en place d'un cadre pour permettre nécessairement à l'autorité préfectorale d'être informée sur toutes les activités que le projet mène sur le terrain. Il en est de même au niveau des mairies et au niveau aussi un peu plus bas. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités de communication qui se mènent au profit donc des activités du projet pour sensibiliser davantage toute la communauté. Donc nous avons une campagne que nous avons dénommée Stronger Together. C'est une campagne de communication pour un changement social et de comportement qui se déroule sur toute l'étendue du territoire à travers des caravanes motorisées, à travers aussi, tout récemment, il y a un lancement d'une série de zèmes pour sensibiliser la communauté. Vous savez que nos frères émigrants, ils peuvent quand même porter une main forte à cette activité de sensibilisation de nos communautés sur des thématiques qui ont été retenues. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je reviens à vous, Madame Adido. Il y a des actions qui sont menées, nous les voyons, mais quelles recommandations vous feriez pour que l'impact, je dirais, soit plus étendu?
Merci beaucoup. Déjà, je crois que Monsieur Ayeni, au travers du projet SWED, ils sont en train de faire de bonnes choses. Mais au-delà de ça, il faudrait vraiment une sensibilisation des parents. Des parents, c'est très important parce que je suis d'accord, on sensibilise la jeune fille et tout, mais il faudrait qu'on mette en place un système qui permet de retravailler la manière de penser des parents. C'est très important. Donc, en dehors des jeunes filles, former également les parents. Parce qu'aujourd'hui, même simplement, quand on va dans nos ménages, simplement, on voit au niveau des travaux domestiques, on confie en fait la majorité des travaux domestiques au niveau de la jeune fille et le jeune garçon est le roi de la maison. Donc, il faut vraiment retravailler. Parce que c'est dans ces petites choses-là, en fait, que le complexe d'infériorité au niveau de la jeune fille se met en place et tout. Et au niveau des parents aussi, les amener à comprendre qu'un enfant, c'est un enfant. Il n'y a pas de... comme lui, les garçons, il va pérenniser mon nom et tout. Comme elle, l'autre, elle est une fille et tout. Elle va se marier, va prendre le nom de son époux et c'est fini. Parce qu'on n'en a pas l'impression. Mais même à Cotonou, moi, je connais des familles où ils ont des enfants, il n'y a qu'un seul garçon. Mais quand vous voyez comment le garçon est traité, c'est-à-dire que tout lui est dû. C'est le jeune roi de la maison. Mais au niveau des filles, en fait, bon... Et je me rappelle même que l'une d'entre elles, l'une des filles va dire à sa mère, c'est parce que lui, il est un garçon que tu nous traites nous autres comme ça. Donc, il faudrait réellement sensibiliser vraiment les parents, c'est-à-dire que ce soit le père ou que ce soit la mère, que nous sommes ici déjà. Et en fait, à Cotonou et jusqu'au plus profond, en fait, du Bénin et pourquoi pas l'extrémité du monde, si on le veut. Monsieur Vieira, quelle est justement l'importance d'avoir l'accompagnement des parents dans toutes ces luttes-là pour les droits des filles? L'importance est simple, la fille passe plus de temps avec les parents qu'avec toute autre personne. Et il y a l'effet de projection, ce que nous appelons en coaching l'effet miroir. L'effet miroir, qu'est-ce que l'effet de miroir, encore appelé l'effet de projection, qui renvoie l'image qu'on me communique avec celui que je fréquente le plus. Donc, si la fille passe plus de temps avec sa maman, qu'est-ce que la maman lui dit sur sa vie, sur son état de femme ou bien de fille? Lorsque la fille passe plus de temps avec son père, qu'est-ce qu'on lui renvoie comme image? Les milieux qu'elle fréquente le plus. Vous savez, l'année dernière, nous, on a fait un travail sur un projet, le projet Chouzet, qui est un projet marocain, qui visait à former les jeunes dans les collèges, les initiés à l'entrepreneuriat. Et grande a été notre surprise. Dans la constitution de l'équipe par collège, les directeurs, les responsables envoient l'équipe, c'est 4 personnes. Mais on a constaté que, de façon, c'est comme s'ils se sont entendus entre eux, 2 filles, 2 garçons, 2 filles, 2 garçons. Ça pour dire que l'effet est là. La mayonnaise a pris. C'est ça. Sans instruction. Ce n'est pas que dans la fiche, on a exigé. Mais généralement, c'est vrai, je ne dis pas à 100%, il y a des écoles qui n'ont pas respecté ça. Mais pour la majorité, ils ont envoyé 2 filles, 2 garçons. Ça montre déjà l'importance qu'on n'a plus besoin de faire un plaidoyer outre mesure pour forcer la main. C'est déjà bien, c'est salutaire. Mais lorsque les filles viennent dans ces rendez-vous, le deuxième niveau revient aux parents. Parce que nous mettons l'input. Nous les transformons, nous faisons des séances de coaching. Mais quand elles vont à la maison, qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous surprendre davantage. Lors de la finale, celles qui ont été plus accompagnées, les candidats qui étaient plus accompagnés par le parent, c'était les filles. Pourquoi? Ça montre déjà que la fille, peut-être parce qu'on estime que c'est une fille, il faut la suivre. Mais ce n'est pas manque de confiance à la fille, en la fille, mais c'est plutôt un acte de soutien. Parce que c'est une plaidoirie, il fallait plancher devant tout un public. Donc, le simple fait pour la fille de voir son père, sa mère, ça réconforte. Tout ça participe à l'émancipation de la fille. Tout à fait. Et lorsque la fille est émancipée, elle, en tant qu'éducatrice, va transmettre ce même fibre à son enfant et également de génération en génération, ça va se... Vous allez voir d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous ne ferons plus ce débat parce que ça serait répandu un peu partout et ça deviendrait une norme. Et il faut travailler également sur la perception. Comment est-ce que la fille elle-même se voit? Lorsque la fibre ne permet pas à la fille de dire « je suis porteuse d'une valeur ajoutée » et se voir comme un accompagnateur d'homme, ce n'est pas la bonne vision. D'où je reviens toujours en tant que coach sur
le réarmement sur le déblayage mental. Et ça passe par les collèges, ça passe par les ateliers, les lieux d'apprentissage. Les parents également doivent jouer fortement. Et pour davantage responsabiliser les parents, les institutions comme le Projet Souhaite, l'INF et plein d'autres, les organisations qui s'en chargent doivent œuvrer davantage, viser la fille, mais viser également les parents à côté. Merci beaucoup. Je vous l'annonçais, chers téléspectateurs, nous avons posé également la question à nos amis internautes. Avez-vous l'impression que les filles sont davantage respectées dans leurs droits au Bénin? Avez-vous l'impression que les filles sont davantage respectées dans leurs droits au Bénin? La question est posée et nos amis internautes ont répondu. Bonjour Maurice. Bonjour Jennifer, plaisir de vous retrouver sur le plateau de 5 sur 7 matin. Effectivement, nos amis internautes ont été très nombreux à avoir réagi à la question du jour de ce jeudi que vous avez rappelé il y a quelques instants. Et de l'analyse de leurs commentaires, on peut dire que plusieurs tendances se dégagent donc au sujet de cette interrogation de ce jeudi matin. D'abord, certains estiment que les progrès sont là, mais ils sont lents. Ils sont tellement lents qu'on ne peut pas estimer aujourd'hui que les droits des filles sont davantage respectés dans notre pays. D'autres pointent du doigt la responsabilité même des filles et des femmes qui, elles-mêmes, selon ces internautes-là, ne seraient pas assez au fait sensibilisées donc sur leurs propres droits et ne devraient pas attendre que les hommes les respectent. Et enfin, il y a quelques internautes qui nous disent avec force conviction que les efforts du gouvernement actuel permettent de dire un tant soit peu que les filles sont davantage prises en compte, donc davantage respectées dans leurs droits au Bénin, dans notre pays. Donc nous allons voir les commentaires. On en a eu sur Facebook, on en a eu sur X, actuellement appelé, et Twitter, mais c'est avec Facebook que nous commençons. Et Albert Niamon qui nous écrit: les filles ne sont pas respectées davantage dans leurs droits au Bénin. Chez nous, au nord par exemple, la fille a souvent été destinée à se marier et faire des enfants il y a quelques années. Mais de nos jours, avec l'école, elles sont de plus en plus instruites. Mais malgré ce progrès notable, on observe toujours cette discrimination et la pression sociale qui pousse les enfants filles vers un mariage précoce, nous dit Albert Yamon. Femi Akissou a commenté la question du jour sur Facebook en ces termes: je pense bien que les droits des filles ne sont pas respectés comme cela se doit. Il faudrait que ces jeunes filles réclament véritablement ce qui est de leurs droits et respectent en contrepartie leur dignité. Ces droits seront respectés selon lui si et seulement si ces jeunes filles changent leur façon de se comporter dans la société. Comment respecter les droits des jeunes filles quand ces dernières ne connaissent même pas leurs droits véritablement, s'interroge Femi Akissou. Marcelin Ayeko nous écrit: pour moi, je dirais oui, d'autant plus que cette question n'est plus tabou dans nos communautés. La société les respecte telles qu'elle peut, puisque les droits ne peuvent vraiment pas être respectés à 100% selon Marcelin Ayeko, qui poursuit en disant: notons aussi que la plupart de nos sœurs ne s'intéressent pas assez à ce qui est de leurs droits, si bien qu'on a tendance même à voir plus d'hommes féministes que de femmes féministe, analyse Marcelin Ayeko. Merveille Sokenou nous dit: selon moi, on ne peut pas dire que les droits des filles sont totalement respectés. Dans le département de Lomé, par exemple, si les droits des filles étaient totalement respectés, il n'y aurait vraiment plus d'enfants de 6 ou 10 ans en train de vendre dans les ruelles. Aujourd'hui, je constate qu'il y a même certains pères qui sont incapables de nourrir leurs enfants filles. Certaines sont même victimes des violences sexuelles. Les droits des filles ne sont vraiment pas encore respectés à 100%. Conclut Merveille Soké. Nous mettons-nous à Daou, nous dit: cette question me fait toujours tourner la tête, surtout lorsque je vois que les filles d'aujourd'hui, femmes de demain, elles-mêmes ne se respectent pas. Le droit n'est pas un acquis, il faut travailler pour l'avoir. Nous avons beau crier partout droit, jusqu'au point où elles pensent que tout est permis en droit. Non, en droit, tout n'est pas permis. Analyse cet internaute. On va terminer avec le commentaire de Rodrigue Akele, et c'est sur Ins qu'il nous a répondu en disant: c'est impressionnant ce qui se fait depuis quelques années, notamment sous le régime Talon. Ce président, sincèrement, écrit-il,
protège plus le genre féminin. On est même parfois tenté de penser qu'il est féministe. Comme je vous l'avais annoncé, il y a eu de nombreuses réactions à la question du jour. Mais voilà la quintessence de ce que les amis internautes ont pensé de notre sujet. Merci beaucoup, Maurice. J'aimerais quand même avoir votre avis personnel sur le sujet. Est-ce que l'autonomisation est évidente aujourd'hui? Est-ce que les droits des filles sont plus respectés qu'auparavant? Je pense que sur la question, il n'y a pas une finalité en soi qu'on peut dire. On ne peut pas aujourd'hui dire, voilà, c'est fait, on respecte les droits des femmes, mais des filles ou des femmes. Mais il y a un progrès, c'est un processus qui est en cours. Et le fait même que le sujet soit en débat, aujourd'hui sur ce plateau, on a deux femmes qui en discutent, qui sont sensibilisées, qui ont une certaine, disons, proximité avec le sujet, mais aussi des hommes comme le coach qui défend avec une certaine conviction monsieur Ayeni qui est ici. Donc je pense qu'il y a tout un ensemble de choses qui participent à faire progresser les droits des filles, parce que c'est la chose qu'il faut signaler, qu'il faut préciser. En fait, on ne peut pas construire un monde développé avec un épanouissement global en laissant de côté toute une partie de cette communauté, de cette société-là. Et aujourd'hui, je pense, je suis d'accord avec ceux qui, sur ce plateau, ont dit qu'il faut sensibiliser les jeunes filles, les femmes, mais aussi sensibiliser les parents, parce que parfois, le premier frein vient de la famille, vient des parents qui ne sont pas suffisamment sensibilisés à la nécessité d'accorder la même attention, les mêmes droits, le même accompagnement aux enfants, qu'ils soient filles ou garçons. Donc moi, je suis tout à fait conscient que on n'est pas à 100%, on n'est pas totalement sorti d'affaires, parce que aussi on a eu une société qui pendant longtemps a relégué la fille et la femme au second plan, et ça a duré des siècles, il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est une démarche qui est en cours. Avant on n'avait pas l'INF, mais aujourd'hui on a l'INF, et quand vous interrogez les chiffres de l'INF, c'est impressionnant ce qu'ils font comme travail. Vous voyez, c'est impressionnant. Toutes les personnes qui sont les jeunes filles qui sont victimes de violences à gauche et à droite, que l'INF accompagne, participent à la fois de la sensibilisation, mais aussi de la nécessité que l'État, les institutions soient présentes et disent que voilà, les femmes, les filles et les hommes, les garçons sont traités de façon égale devant la loi. Et ça, je pense que c'est un progrès qu'il faut continuer, et dans les années à venir, on verra les concrets. Oui, mais merci beaucoup, Maurice. Je vais quand même poser la question, avant de venir à vous, à monsieur Ayeni. La question des parents a été beaucoup évoquée. Est-ce que justement, dans ce processus-là, lorsque vous êtes sur le terrain, il y a ce frein qu'on note, c'est vrai, les leaders religieux font leur part. Est-ce qu'il y a ce frein qu'on note au niveau des parents? Et est-ce que vous comptez également les intégrer dans ce processus de sensibilisation et de changement de mentalité? Oui, merci beaucoup. En fait, il a parfaitement raison. Les parents ont quand même un rôle très important à jouer, et ça, ce n'est plus une question de débat. Et il faut dire que, au-delà du fait que ces parents sont sensibilisés au jour le jour, les organisations gouvernementales qui sont partenaires de mise en œuvre du projet vraiment font de bon travail sur le terrain. D'accord. Parce qu'ils mènent réellement des actions, vraiment de bonnes actions, notamment les visites à domicile. Quand vous prenez les filles qui sont scolarisées, par exemple, qui sont suivies, il y a des visites à domicile pour voir les conditions dans lesquelles ces filles-là vivent chez elles, et pour parler, échanger avec les parents, pour qu'on puisse améliorer ces conditions. Tout à l'heure, elle vient de dire que souvent les filles dans leur ménage sont confrontées aux difficultés, discrimination entre les garçons et la fille. Donc c'est le moment pour nous d'aller constater ces cas qui existent, ces difficultés qui existent au niveau des ménages, et de faire en sorte qu'on puisse sensibiliser les parents, et pour que cela ne se passe pas ainsi. Il y a également, ce n'est pas seulement les parents, je voulais revenir au problème aussi des patrons. Bon, parce que vous savez, pour la plupart des filles que nous accompagnons, elles sont en apprentissage. Il y a aussi les patronnes aussi qui parfois, il faudrait les sensibiliser pour mieux parler. Parce que si ceux-là n'accompagnent pas
ce que nous faisons comme action, ça ne peut pas avoir un effet. Ça ne peut pas avoir un résultat escompté. Donc, il y a un travail de sensibilisation qui se fait également à l'endroit donc de ces patrons-là pour essayer de les faire comprendre comment s'y prendre avec ces filles et de reconnaître les droits de ces filles, de parler aussi des droits de ces filles à ces filles-là pour que ça puisse changer demain. Et il y a également, je crois, l'école des parents qui est en train de prendre forme tout doucement. Voilà, mais aussi à côté de ça, nous avons le club des hommes s'engagent. C'est le cas où vous parlez, les maris, les futurs maris, et puis tout ça, c'est au fait, parce que quand on est dans une communauté et vous travaillez sur une fille, il faut travailler sur les garçons qui l'entourent. Tout à fait. Ça, c'est très important. Parce que le garçon qui l'entoure n'est pas seulement son frère, son cousin, mais c'est peut-être son futur mari. Donc, il arrive des fois où, par exemple, la fille sort de l'espace sûr, où elle reçoit une éducation, un renforcement des capacités. Elle va chez elle, elle parle à ses parents, mais elle est renforcée par son frère, qui aussi a suivi en temps un renforcement de capacité sur ce. D'accord. Merci beaucoup, M. Vieira, votre réaction très rapidement. Oui, j'ai pu noter chez un des internautes, Albert Yamou, qui a mis un point d'honneur sur l'instruction. Tout à fait. Et c'est important qu'on en parle. Parce que Simon Kaya dira, une femme sans instruction est une victime facile. Il faudrait que les enseignants eux-mêmes participent. Comment est-ce que l'enseignant communique l'image de la fille? Vous savez, imaginez une classe où l'enseignant donne plus de la parole aux hommes ou bien aux garçons. C'est frustrant. Tout à fait. Et à un moment donné, ça rabaisse, ça diminue un peu la fille pour dire, apparemment, moi, mon maître, tous les jours, il donne de la parole ou bien il questionne plus les hommes ou bien les garçons. Donc, bref, il faudrait que les enseignants eux-mêmes soient pris en compte dans ce travail et dans ce processus de sensibilisation pour qu'ils puissent renvoyer une bonne image. L'être humain, nous sommes le produit de nos croyances accumulées dans le temps. À la maison, si la fille est valorisée, à l'école, elle est valorisée, à l'église, elle est valorisée, à la mosquée, elle est valorisée, dans la société en général, elle est valorisée, il n'y a pas de raison qu'à terme, elle ne soit pas une fille émancipée. Mais deuxième chose, dans l'arène, celles qui sont déjà au devant de la scène, comment est-ce qu'elles influencent les jeunes filles? Je dis bien celles qui sont au devant de la scène. Et je veux faire un clin d'œil à votre collègue Rachida Biomaman qui dit souvent sur ce plateau, il n'y a pas de bataille imprenable aux femmes, il n'y a pas de citadelle. Voilà, j'y parviens. Il n'y a pas de citadelle imprenable aux femmes, il n'y a que des batailles mal attaquées. Pour dire, mais celles qui sont devant doivent pouvoir bien s'organiser et se donner cette mission, cette vocation et dire, nous allons influencer nos jeunes sœurs, nous allons influencer nos enfants, nous allons influencer nos filles et non chercher à se donner une place dorée. Bon, nous sommes déjà venus, nous sommes au peloton, par conséquent, le reste, bon, chacun va se débrouiller. Non. Ce raisonnement n'est pas constructeur, ça déconstruit la vision. Donc, celles qui sont devant de la scène doivent pouvoir se mobiliser, s'organiser, non pas que chacun doit prêcher pour son église, pour sa chapelle, mais hausser le ton d'une seule voix. Pour que nous ayons un message unique. Vous imaginez ce que ça fait. Vous ne pouvez pas savoir, moi je suis homme, vous ne pouvez pas savoir l'influence que des femmes ont eu sur ma vie. Je commence par ma chère tante, Rosine Vieira Soglo. Je pense à Marie-Élise Bédot. Ces dames, Célestine Zanon, que je voyais et qui m'ont influencé de par leur rhétorique, de par leur discours, de par leur cohérence. Donc, la femme peut éduquer l'homme, même de loin. Et il faudrait que celles qui sont devant de la scène puissent assumer leurs responsabilités. Aujourd'hui, nous avons tellement de femmes, et c'est bien, c'est positif, c'est appréciable. Mais au-delà juste de venir fanfaronner, de venir jouer à la vedette, il faudrait qu'elles portent le souci d'éduquer à travers leur position actuelle. Tout à fait. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Et votre réaction très rapidement, Madame Flora Dido, vous avez suivi l'avis des internautes, vous avez suivi tout ce qui a été dit sur le plateau juste après. Bon, déjà, je pense que les uns et les autres ont fait le point de ce qu'il fallait dire. Si je dois rajouter quelque chose, c'est simplement, comme nous l'avons tous dit jusqu'à présent, la sensibilisation. C'est très, très, très important. La sensibilisation des parents, la sensibilisation des filles elles-mêmes et la sensibilisation, quand je dis parents, il y a le père, il y a la mère, il y a le frère, il y a la tante, il y a enfin tout le cercle familial, de sorte à ce que d'ici quelques années, en fait, que nos filles se sentent en sécurité au niveau du cercle familial. Parce que si elles sont en sécurité, elles pourront parler.
si elles sont en sécurité, elles pourront dire comment, ce qu'elles ressentent. Elles pourront dire aujourd'hui, tel maître a fait ceci, tel maître a fait cela. Et comme ça, le parent sait en même temps, il faut que je commence par faire attention. Il faut que, au niveau de ma fille, que je lui dise, il faut faire attention à ce maître-là. On commence par lui apprendre ce qu'il faut faire et tout. Donc, sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. Franchement, pour moi, c'est la conclusion de ce que je peux dire. C'est la conclusion, justement. Hein. Nous allons faire le dernier tour de table. Vous avez donné votre conclusion très rapidement, Monsieur Vieira. Moi, ma conclusion, c'est dit simplement aux filles, aujourd'hui, tout est mis en place pour qu'elles puissent réussir, pour qu'elles puissent concrétiser leurs rêves. Au plan juridique, tous les instruments sont là, en tout cas l'essentiel. Au plan de la santé, il y a tellement d'organisations, il y a tellement de destins sur le terrain. Aujourd'hui, la fille doit saisir cette opportunité pour se lancer de plus belle. Et que celles qui sont devant de la scène, je viens là-dessus, assument leur position, pas pour influencer, pas jouer au front, mais également éduquer, influencer positivement et tendre la main à leurs sœurs ou à leurs filles. Merci beaucoup, Maurice Tantan. Moi, mon propos va être de rappeler à nous tous qu'en réalité, lorsqu'on parle de la nécessité de promouvoir les droits des filles et des femmes, que la société de façon générale comprenne que ce n'est pas en opposition aux hommes. Tout à fait. Parce qu'il y a certaines réalités qui sont les nôtres qu'on ne peut pas ignorer dans cette démarche-là. Nous sommes, il faut le dire, nous sommes dans une société très phallocrate, patriarcale. Ça, c'est la réalité. Et donc, souvent, quand on évoque une certaine démarche qui va en opposition, mais qui a tendance à s'opposer à ce qui a été établi sur des années, des dizaines d'années, des siècles, il y a des oppositions qui se lèvent de façon naturelle et c'est normal. Mais nous devons comprendre que l'émergence, l'épanouissement des filles et des femmes n'est pas pour détruire les hommes. Au contraire. Et que notre société, telle qu'on veut la construire pour un épanouissement et un développement intégral, ne peut pas se faire sans les filles qui seront les femmes de demain. Et à partir de cet instant-là, c'est que tout le monde, filles et garçons, hommes et femmes, doivent s'unir pour réussir cette autonomisation des filles et des femmes qui va passer par le respect, mais véritablement de leurs droits. Moi, je pense que ce propos est important pour que tout ce qu'on a dit, sensibilisation, prise en compte de respect des lois, etc., puisse se faire véritablement. Parce que s'il n'y a pas cette prise de conscience préalable, on va penser qu'il y a un genre ou bien il y a une partie de la société qui veut se rebeller, bien qui est contre l'autre partie. Et ce n'est pas comme ça qu'on est en train de construire. Merci beaucoup, Monsieur Maurice Tantan. Et rapidement, votre mot de fin, Monsieur Georges Aeni. Merci, Madame. Je crois que c'est une occasion de reconnaître les efforts faits par ce gouvernement à travers le ministère en charge des Affaires sociales qui, je dirais, supervise vraiment une activité plurisectorielle. Parce que c'est un domaine, l'autonomisation de la femme, ça parle de plusieurs secteurs à la fois, et beaucoup de choses se font. Il faut reconnaître aujourd'hui les prouesses que nous avons eues par rapport à la création aussi de l'INF en temps, et juste pour ceci, pour renforcer tout ce qui se fait au niveau de l'autonomisation des filles. Et je crois qu'il faut saluer cela. C'est vrai que quand il reste à faire, on dit souvent rien n'est fait. Voilà. Donc je crois que le gouvernement s'emploie à faire mieux et ceci est visible à travers toutes les actions qui se mènent au niveau donc, de ce ministère. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Georges Aeni. Je rappelle que vous êtes chef suivi évaluation au niveau du projet Suède. Flora Dido, sociologue, et Vieira, Monsieur Vieira Justino, coach en développement personnel et en entrepreneuriat. Merci également, Maurice Tantan. Au plaisir de vous retrouver demain. Absolument. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce forum de discussion. Nous allons marquer une courte pause et on revient retrouver Blaise Adampo pour le sport.